Et moi, j'y pense et puis j'oublie, j'y pense et puis j'oublie. Nonchalance du chanteur, ironie de la chanson. Mais qu'est-ce donc que ce moi des deux Jacques, Lanzmann et Dutronc, qui ne savait dire que je en 1966. L'insolence et l'humour rendaient bien légère cette radicale promotion du moi qui flattait le public. Il n'empêche, l'esprit du temps, ainsi raillé et claironné, s'avérait tout à fait aux antipodes de Pascal. Le moi est haïssable. Et quel rapport, direz-vous, à la folie des hommes? La réponse apparaîtra d'elle-même après ce détour dans un instant. Le moi serait donc haïssable. Pascal vise ainsi ce qu'on appelait l'amour-propre. Haïssable, le moi l'était parce qu'il est injuste qu'il se fasse le centre du tout. Cette dénonciation n'avait rien en soi d'original. La Rochefoucauld, la Bruyère, parlant de l'homme, la modestie, la civilité, la politesse, le fait agir extérieurement avec les autres comme s'il n'était pas vrai qu'il les compte pour rien. Et Tocqueville, plus tard, l'individualisme est une expression récente qu'une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l'égoïsme. Nous y voilà. L'individualisme comme dernier stade de l'égoïsme. Les 700 millions de Chinois de la chanson, etc., les 500 milliards de petits martiens ne comptaient simplement pas pour le conte parisien qui chantait son, je cite, qui chantait son « moi, moi, moi à tue-tête ». Rien de nouveau donc il y a 50 ans sous le soleil, sauf le changement de ton et de perspective qui mettait au jour avec audace et à la mode la protestation, la proclamation de l'individu enfin décomplexé. Et le succès fut tel qu'on a incontestablement assisté depuis lors, à la quasi-complète banalisation de ce discours. Mais la nouveauté est là. En se faisant plus que jamais le centre du tout, le moi postmoderne, qui ne sait plus dire que je, échappe à la stigmatisation moralisante de l'ego et revendique absolument son choix et son droit de se conduire et de penser en souverain individuel, si tant est qu'on en soit là. Or, la chanson prophétique de Jacques Dutronc se trouvait en retard d'un bon siècle sur Max Stirner, ou plutôt, elle augurait sur un autre mode le triomphe posthume de Stirner, l'auteur relativement méconnu de « L'unique et sa propriété », que le ministre de l'Intérieur prussien, en 1845, n'avait pas interdit, l'ayant jugé trop absurde pour être dangereux. Absurde, c'est à voir, car Stirner, qui venait de donner à la célébration du moi son expression paroxystique, pourrait bien avoir été le prophète de la désaliénation ultérieure du moi. Mettant les pieds dans le plat et appelant les choses par leur nom, Stirner avait défini son individualisme extrême comme la forme la plus simple et la plus pure de l'égoïsme. Voici quelques rappels et citations. L'unique, c'est le moi, mais non pas le moi en général ou la notion du moi. L'unique, c'est moi. Et sa propriété, eh bien, c'est le reste du monde. S'il s'agissait du moi, il y aurait de la place pour les autres que moi, car chacun aurait son moi. Mais nul n'est mon semblable, et c'est moi qui suis mon espèce. En conséquence, ou autrement dit, s'il est quelque chose de réellement universel, c'est le moi et son égoïsme, car chacun est un égoïste et fait de soi le centre de tout, ce qui est quasiment du Pascal,
mais en valeur inversée, bien entendu. D'où la conclusion, qui est aussi le principe. Pour moi, je cite toujours, il n'y a rien au-dessus de moi, car mon moi n'a simplement pas d'autre loi que sa propre suprématie. Et qui dira le contraire? Pas le voyageur ordinaire des transports en commun, en tout cas, qui installe ses pieds non déchaussés sur le siège libre en face de lui. La folie des hommes présente plus d'une figure. Du point de vue qui est le mien, avec sa part d'arbitraire, et je peux, en effet, me tromper, quoique je sois sûr d'avoir raison. Notre part de folie tient spécialement à cette forme d'individualisme forcené que l'on constate et déplore, comme si le diagnostic était venu confirmer de nos jours le dogmatisme de Stirner, qui anticipait sur notre présent. Stirner avait entrepris d'écarter toutes les idoles. Dieu, l'humanité, la vérité et la liberté, le devoir, la justice et le droit, le peuple et la patrie et l'État, la morale pure, l'esprit, etc., et de les remplacer par la valeur unique et suprême de son moi. Je veux être tout ce que je puis être. Je veux avoir tout ce que je puis avoir. Si je n'ai aucun devoir, je ne connais aussi aucune loi. Il n'y a pas de pécheur, ni d'égoïsme pécheur. Que m'importe le bien commun? Tu es fou de faire ostentation de vivre pour une autre humanité que toi-même. Mon commerce avec le monde consiste à en jouir et à en tirer parti pour ma satisfaction personnelle. Ce commerce se ramène à ma jouissance personnelle. Une vérité au-dessus de moi? Une vérité vers laquelle je devrais me diriger? Je ne la connais pas. Pour moi, il n'y a pas de vérité. Radicalisme, hédonisme, nihilisme, effet de miroir et de désir, c'est le champ lexical de la publicité, dont tout le monde connaît le discours incitatif et sait que tout le monde le connaît. De « N'attendez plus pour vous faire plaisir » de Price Minister, ou « Vivez vos passions à l'infini » de la FNAC, à « Vos envies sans limite » de France Télécom Orange, on est dans le registre du « Tout est permis » de la Redoute. Et on demande si le programme de Stirner ne serait pas sous nos yeux en cours de réalisation. Indice de cet individualisme triomphant, le lamento contemporain qui entoure le constat public et le regret de l'absence de repères, du manque de repères, de la perte des repères. Aussi bien ceux qui dénoncent l'actuel manque de repères ne se précipitent guère pour en proposer, fort prompts qu'ils sont à dénoncer et démanteler ceux que lui opposeraient encore quelques imprudents. Et par exemple, qui ne voit dans l'usage d'un mot comme tabou la subliminalité d'un message qui consiste à laisser entendre « je respecte », mais c'est par définition une chose à abattre, et ce n'est d'ailleurs qu'une question de temps. Cet individualisme d'époque a son histoire, sa généalogie. Schématiquement, il représente une illustration de l'adage bien connu « corruptio optimi pessima », la corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire. Comment cela? Il est hors de doute que des valeurs, le mot et la notion paraissent en cours de réhabilitation, des valeurs telles que la liberté et l'égalité, liberté d'opinion et d'expression, égalité démocratique, jouissent d'une reconnaissance quasi universelle. Mais il ne paraît guère moins douteux qu'elles ont produit et couvert des dérives dont elles portaient naturellement ou ne portaient pas le risque en elles-mêmes. Commençons par le meilleur. À considérer cavalièrement les temps modernes, la Réformation protestante leur apporte le principe du libre examen dans l'interprétation de l'Écriture. L'Écriture seule, l'Écriture interprète de l'Écriture. Et l'esprit de libre examen va de pair avec la liberté de pensée et d'expression,
et avec la liberté de la conscience par rapport à quelque autorité extérieure que ce soit. Avec le cogito, la formulation cogito ergo sum apparaissant en 1644 dans les Principia Philosophiae, la méthode cartésienne impose le doute et le sujet pensant au principe de toute réflexion, mettant le philosophe au défi de retrouver un monde avec lequel il vient de rompre les amarres. La revendication démocratique apportera l'idée de l'égalité théorique de tous, qui se réalisera progressivement dans l'égalité des voix, d'une part, dans l'égalisation très progressive des conditions, d'autre part. La révolution pacifique et silencieuse de Rousseau prêchait parallèlement la bonté naturelle de l'homme, corrompu non plus par un mythique péché originel, mais par la société où il est condamné à vivre une fois qu'il y est né. On peut discuter le détail de ces idées, de ces valeurs et de ces idéaux. Mais notre thèse est qu'il s'est opéré un détournement plus ou moins subreptice des uns ou des unes et des autres. L'idée de libre examen s'est déclinée en liberté de pensée, de conscience et d'expression. Elle s'est combinée avec celle de l'autonomie du sujet pensant et décidant. Mais l'interprétation du bon sens ou de la raison comme étant la chose du monde la mieux partagée, qui serait naturellement égale en tous les hommes, jointe à la pratique d'un doute universel, et conjuguée avec l'idée démocratique de l'égalité des voix et des opinions, a entraîné bien des esprits à se croire comme d'emblée détenteurs de la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, comme si la liberté d'opinion garantissait l'autorité de toute parole. Cette précipitation, cette facilité faisait oublier la mise en garde du discours de la méthode, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Le postulat de l'égalité naturelle des esprits, en effet, n'empêche pas leurs inégalités. C'est même pourquoi un Condorcet se préoccupait de l'instruction des adultes, car c'est à la condition d'être instruit qu'un adulte pouvait se prononcer en connaissance de cause. Passant de l'ordre du vrai à celui du bon, les mêmes causes produisent des effets analogues. La survalorisation du moi de l'individu persuade à chacun qu'il est juge, bon juge et seul juge, ou plutôt qu'il est lui-même législateur. Comme les médias ou la publicité le ressassent, c'est mon droit, c'est mon choix, et cela parce que je le vaux bien. Si Dieu n'existe pas, supposait un personnage de Dostoïevski, tout est permis. Kant avait suppléé de longue date à l'annonce de la mort de Dieu, ayant transporté la morale religieuse sur les fondations d'une transcendance acceptable, celle du devoir et de la loi. Et la République a longtemps réussi à stimuler l'émulation entre les deux morales, chrétiennes et kantiennes, les institutrices devant être au moins aussi vertueuses que les bonnes sœurs. Mais toutes deux se sont effondrées ensemble, d'où ce désarroi du chacun pour soi et ce vide de sens que constatait dernièrement Élisabeth Badinter, lui faisant dire qu'un peu de kantisme serait bienvenu. Quoi qu'il en soit, on voit en attendant, dans la désertification de l'éthique collective, se multiplier les lois et interdits, et par exemple les lois mémorielles, comme si le droit, en désespoir de cause, était devenu l'ersatz et la prothèse de la morale. Mais une éthique collective aussi bien reste-t-elle encore possible en période de basse eau démocratique? Deux obstacles au moins s'y opposent, semble-t-il. Les avatars de l'égalité et de la liberté grignotent le consensus démocratique,
le réduisant au plus petit dénominateur commun des valeurs et références dont notre démocratie est réduite à se contenter. Mais un sujet qui se définit d'emblée par son autonomie pourra-t-il jamais se reconnaître citoyen? Si sa nature sociale n'est pas donnée, s'il n'est pas par définition un animal politique, la fiction du contrat social suffira-t-elle pour le convertir à la République? Et que penser d'une fraternité sans père ou mère? L'écrivain Michel Houellebecq ne se reconnaît pas de devoir envers la France. Je suis un individu, pas un citoyen. La France est un hôtel. Cet isolationnisme expliquerait le succès et l'abus, par essai de compensation, de l'adverbe ensemble devenu incontournable. À quoi s'ajoute, mais peut-on le dire, l'inculcation déculpabilisante et déresponsabilisante du postulat de la bonté naturelle de l'homme. Car si la société est ce qui corrompt l'homme, tout le mal de l'individu est exogène. Et le bouc émissaire universel est tout trouvé. Une façon de donner raison à Jean-Paul Sartre. L'enfer, en effet, c'est les autres. On se plaint d'une époque désorientée, déboussolée. Comment y remédier sans recourir à quelques systèmes de coordonnées qui permettent de dire où on en est et dans quelle direction on va? Mais la boussole et l'orientation supposent qu'on s'entende sur la direction du Nord, et l'impossibilité de s'accorder sur elle est l'indice d'une déraison collective. Comme si nous avions donné congé à toute raison, aussi bien théorique que pratique. Et s'il faut être absolument moderne, comme l'assurait le jeune Rimbaud à la fin d'une saison en enfer, cette modernité-là nous propulse quelques 25 siècles en arrière et nous fait les contemporains de Protagoras. On connaît sa fameuse maxime « L'homme est la mesure de toute chose ». L'homme est la mesure de toute chose, de l'être de celles qui sont, du non-être de celles qui ne sont pas. Et il est vrai que Protagoras a pour lui les apparences, puisqu'en effet le même mets paraît amer pour un tel qui est malade et sucré pour tel autre qui est bien portant. Mais c'est parce que Protagoras, selon Diogène Laërce, affirme que l'âme n'est rien de plus que les sens, et que par conséquent tout est vrai. Le relativisme du sophiste est fort partagé et fort bien porté aujourd'hui. Ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel les choses lui apparaissent. Mais il procède en réalité d'une méconnaissance de la raison comme telle, autrement dit du logos identifié par d'autres anciens. Car dans le désaccord au sujet du juste ou de l'injuste ou du vrai et du faux, ou bien l'une des deux parties se trompe, ou bien toutes deux sont dans l'erreur, leur désaccord ne prouvant rien contre le vrai ni contre le juste. L'ignorance ou l'oubli du logos présente deux aspects qui correspondent aux deux acceptions du mot. Car avant d'être raison ou compte, le logos est parole. Et le refus d'avoir à rendre compte de ce qui est dit ou fait va de pair avec celui de parler une langue commune. Le récit de la tour de Babel, en ce sens, bien plutôt qu'un mythe, était une prophétie. Car il n'y a plus de Socrate pour nous ramener aux définitions préalables. Qu'est-ce que? Qu'entends-tu par? Comment se fait-il, par exemple, qu'on n'arrive pas à clairement distinguer l'égalité de la justice, puisqu'en faisant de la première un synonyme automatique de la seconde, on s'autorise à faire de toute inégalité une injustice. Au jeune disciple qui lui demandait quelle serait sa première décision, si l'empereur le nommait Premier ministre, Confucius répondait qu'il commencerait par rendre leur sens aux mots, à chaque chose son vrai nom, car si les noms ne sont pas ajustés, le langage n'est pas adéquat. Si le langage n'est pas adéquat, les choses ne peuvent pas être menées à bien. Mais mal nommer les choses, fait-on dire à Camus, c'est ajouter au malheur du monde.